Bienvenue sur TV 78, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 78 tours, cette émission dédiée aux Yvelines, son patrimoine, ses richesses, ses curiosités, ses habitants également, et émission un peu particulière en cette fin d'année. Nous allons parler des fêtes, nous allons aussi revenir sur les événements marquants de 2021. Patrice Carmouche, Justine Brasier, Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois, vous allez m'accompagner pour cette émission, et Patrice, vous allez revenir sur les personnalités qui ont marqué l'année, notamment dans les domaines économiques et politique. Et peut-être même culturel, puisque j'ai une famille dont je vous parlerai aussi. On parlera de la famille Lefebvre. Oui, voilà. Vous laissez du Parce que suspense, je fais moi, du j'en laisse teasing, moins. je dis pas qui c'est maintenant. Non, on va faire le tambour après. Famille qui a fait l'actualité encore et qui s'est illustrée sur la M6. France a un incroyable talent et ils sont tournés, ils ont fait un livre, enfin ils sont formidables. Et vous les avez rencontrés. Justine, de votre côté, vous allez nous emmener à la rencontre des producteurs locaux, on parlera gastronomie et puis vous allez nous expliquer comment passer un Noël solidaire. Exactement, parce que la fin de l'année, c'est aussi le moment, comme vous l'avez dit, d'être solidaire. Et j'ai trouvé quelques petites idées pour vous, justement, pour faire des bonnes actions. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts et je vous montrerai ça tout à l'heure. Célia, de votre côté, Noël rime avec bergerie de Rambouillet. C'est ça, Bergerie nationale de Rambouillet. Je suis allée un après-midi, de nombreuses animations, ateliers pour les enfants et aussi pour les adultes. Beaucoup de rendez-vous au cours de cette émission. Nous recevrons aussi la société yvelinoise Cocktail Games et ses jeux de société, notamment une édition pour les plus de 18 ans du classique Top 10. Vous connaissez le Top 10 ? Oui. Très bien. Et bien là, c'est un Top 10 18+. On va chanter. On va moins chanter. 18+, c'est pour adultes. Ouais. Ça va, Un peu plus coquin, ça vous va aussi, Patrice ? Parce que ça avait été 18 mois, j'aurais un peu. Ouais, un 18 peu mois, de c'était mal. plus dur. On testera va pas y jouer les- en direct, hein, parce que... On verra si. ça. On testera avec eux. Ah, Et si, puis vous allez en chanter, je vous le dis. en fin d'émission, on rencontre aussi avec l'équipe du film Super Héros malgré lui. C'est une comédie qui sortira en février 2022, portée par Philippe Lachaud, yvelinois d'origine. Il a présenté ce film en avant-première dans nombreuses salles du territoire. On va débuter pour le moment avec le premier volet de notre rétrospective 2021 dans les Yvelines, les événements marquants du premier trimestre. Et c'est signé Grégory Canalet. La riposte s'organise contre le Covid-19. Début janvier, les premiers centres de vaccination ouvrent dans le département, comme à 50 ans en Yvelines où le vélodrome se transforme progressivement en vaccinodrome. Des centres qui seront même mobiles. Le Vaxibus du conseil départemental sillonne les routes pour aller au contact des habitants des zones rurales. La campagne se veut progressive, les pharmacies se joignent à l'effort, avec un peu de retard dû à la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca. Les Yvelinois qui vivent au rythme des mesures sanitaires du gouvernement, un couvre-feu passant à 18h, des grands centres commerciaux fermés notamment à Vélizy 2, ou encore un troisième confinement décrété au printemps pour 4 semaines. Pendant ce temps-là, les restaurants, bars ou encore lieux culturels restent fermés. Le tribunal administratif de Versailles annule les élections municipales de 2020 à Trappes. En cause, le rejet des comptes de campagne du maire élu Ali Rabet. La décision sera confirmée en août par le Conseil d'État. Les trappistes revoteront en octobre. Trappes, victime de l'emballement médiatique après les propos de Didier Lemaire. Le professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle parle d'une ville définitivement perdue et sous emprise islamiste. Menacé, il quittera l'éducation nationale. Pour contrer la polémique, le rappeur saint-quentinois Curta sortira le morceau Trappes qui donne une image positive de la ville. Renault lance sa Renaulution. L'usine de Flins-sur-Seine sera spécialisée dans l'économie circulaire. Le technocentre de Guyancourt accueillera la Software République pour penser avec d'autres entreprises le véhicule de demain. C'est l'une des mesures du Grenelle des violences conjugales. Le bracelet anti-rapprochement est déployé dans les Yvelines. Une convention a été signée au tribunal administratif de Versailles. Le Latmos installé à Guyancourt au cœur de l'actualité spatiale, lancement de son nanosatellite UVSQ-SAT pour observer le Soleil et la Terre. Le laboratoire a également développé l'outil Supercam du rover Persévérance qui va collecter des échantillons de la planète Mars. Côté sport, le pistard Grégory Boger prend sa retraite. L'Yvelinois tire sa révérence après 9 titres de champion du monde et 4 médailles olympiques. La performance de Louis Burton, le skipper de Rambouillet, termine 3e du Vendée Globe sur son bateau Bureau-Vallée. Et pour la 12e année consécutive, le Paris-Nice s'était lancé des Yvelines. La course cycliste a démarré de Saint-Cyr-l'École avant de prendre le départ le lendemain de la petite commune d'Oinville-sur-Moncian. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2021. Jean Gombert, maire de Bois d'Arcy entre 89 et 95. Le sergent Yvonne Huynh, tué au Mali, était né à Trappes. Marielle de Sarnez, eurodéputée d'Île-de-France pendant 17 ans. La comédienne Catherine Rich, dont les obsèques se sont déroulées à Orgeval. Le sculpteur Gérard Ramon, auteur de nombreuses œuvres à Maurepas. Et Olivier Dassault, fondateur de Génération Entreprise.
Et nous poursuivrons la rétro 2021 tout au long de cette émission. 78 tours aussi ont fait l'actualité. C'était il y a tout juste un an, décembre 2020. La famille Lefebvre, famille versaillaise, remportait la finale de La France a un incroyable talent. Émission qui est diffusée encore aujourd'hui sur M6. Patrice, vous les avez rencontrés parce que pour eux, l'aventure ne s'est pas arrêtée là. L'aventure ne s'est pas arrêtée. J'ai rencontré Anne et Gabriel, les parents. Il n'y avait pas les 6 enfants quand je les ai rencontrés. Mais Ils sont 8 en tout dans cette famille. Ouais, absolument, ils sont 8, oui, absolument. Ils sont tournés dans toute la France. Ils étaient à Lille, à Hyères, enfin du nord au sud, etc. Et ça se passe très bien, ça marche très bien. Ils ont fait un disque qui s'appelle Ad Vitam aussi, qui marche très bien. Et puis un livre qui s'appelle Dans le cœur avec un H. Le cœur, c'est qu'on est ensemble comme ça, de la famille Lefebvre. Et oui, je les trouve très touchants parce qu'ils ne trichent pas. C'est pas des gens qui trichent. Ils se racontent tels qu'ils sont. Ils racontent leur spiritualité, l'importance de la spiritualité chez eux. Par exemple, ils ont commencé à chanter ensemble parce que le soir, ils priaient. Voilà. Donc ils racontent, parfois on pourrait être gêné, mais en même temps il ne faut pas de prosélytisme. Ils disent, voilà, si nous on croit, personne n'est obligé de faire comme nous. Non, ils sont très cash. Je crois que c'est ça d'ailleurs qui a... C'est ça qui plaît. Qui a plu, et je pense que c'est ça qui a aussi expliqué, en dehors de leur talent et des chants sacrés qu'ils faisaient, et qui ont sans doute touché beaucoup de gens, je crois que c'est ça qui explique aussi leur succès dans l'émission La France a un incroyable talent. Donc je les ai rencontrés. Il y a un livre, je vous dis un petit truc qui est très bien dans ce livre. Ah oui, si on peut c'est qu'il y a on le voit. QR codes, voilà. Donc vous pouvez écouter la musique. Vous téléchargez ça sur votre Est-ce que ça smartphone. Ah, ça marche très bien, très bien. Ouais. Donnez-moi le livre. On va essayer. Vous allez voir. Allez. Vous êtes prêts à Testez, chanter, vous avez... à moins que vous ayez un smartphone de écoutez, 7e génération. à la chaîne d'Aristir. Voilà, ça marche, non? Écoutez, ça s'ouvre. Voilà. Abbaye Sainte-Marie-la-Grâce. Voilà, et on ouvre effectivement la vidéo. C'est quand même vachement bien. Vous avez vu, Patrice, on arrive à faire fonctionner des tests en plateau, des fois très très bien. C'est pas Moi, comme vous faites, mais... Non, mais c'est bien. Voilà, effectivement. Et donc, il y en a tout au long du livre, Il y a j'imagine. tout au long du livre, voilà. Alors, c'est pas forcément eux qui chantent, c'est aussi les chants qui les ont inspirés, qu'ils aiment, etc. Donc c'est bien, vous pouvez le dire en écoutant de la musique. Donc c'est très 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 bien. C'est une très bonne idée, je trouve. Ah bon, on va les écouter. C'est une idée de Anne. C'est Anne qui l'a suggéré. Anne la mère de Lefebvre, famille. qui l'a suggéré aux éditeurs, c'est l'édition La Renaissance Plan. Voilà, donc je les ai rencontrés, on regarde un petit extrait, puis l'émission est un peu plus longue. Oui, et puis elle est retrouvée sur notre antenne, longue et puis, interview. en replay aussi sur notre site internet, l'intégralité de l'échange avec la famille Lefebvre, menée par Patrice. On en regarde un extrait. Dans ces émissions, évidemment, il y a différents candidats qui sont parfois un peu des archétypes. Alors, vous, on aurait pu dire, au fond, c'est l'archétype de la famille versaillaise, classique, nombreuse. Mais au fond, là où vous avez été, je crois, très fort, enfin, et ce qui vous a amené la sympathie du public et du jury, c'est que vous avez toujours été vous-même. C'est ce que je disais, vous n'avez jamais renié vos valeurs pour faire de la télé. On a eu droit à tous ces... oui. Comment dire... tous ces poncifs, parfois. Voilà, tous ces voilà. poncifs. C'était assez humoristique, donc c'était finalement... on savait qu'on se prêtait à l'exercice et on prêtait le flanc à ce genre de remarques. Mais c'est vrai qu'on a assumé ce qu'on était. Voilà. Ça, je pense que il était hors de question de faire semblant. Et donc, on avait hâte de chanter, en fait. Oui, voilà. Oui, vous, ce qui vous plaisait le plus, c'était de chanter. Mais il faut reconnaître que la production a été très sympathique avec vous, les animateurs aussi. Il n'y a pas eu comme ça d'instrumentalisation ou de choses comme ça, ce qui aurait pu être le cas parfois à la télévision, ça arrive. Oui, c'est sûr que ça aurait pu. Mais la production nous a pris vraiment au sérieux et nous a pris tel qu'on était. Donc on se sentait en confiance. Le jury, quand on arrive sur scène, il ne sait pas qui on est, il ne nous voit pas, il ne nous connaît pas, voilà. Il nous découvre. Donc ça aurait pu ne pas oui, du tout c'est sélectionné fonctionner. Il y a des sélectionneurs, enfin, il y a des gens qui sélectionnent les gens qui participent, et après ils vous découvrent. Absolument. Et voilà, et ça a fonctionné, donc on est on est vraiment très heureux. L'intégralité de cet échange que vous avez mené, Patrice, est donc à revoir sur notre antenne et sur notre site internet en replay. On passe aux décorations de fin d'année. Si on parle Noël, on parle décoration. On a décoré un petit peu ce plateau. D'ailleurs, Célia, c'est vous qui avez un petit peu décoré le plateau. Très beau sapin. Voilà, on a des très jolis sapins sur le plateau. Vous avez décoré chez vous, j'imagine ?
Pas encore. Oui, pas encore. Pas- Dernière pas tout minute. à fait. Vous êtes partisan de la dernière minute. Dernière minute. Est-ce que vous êtes fan de décoration ou c'est le strict minimum? Épuré. Fan de décoration, moi. Bon, Ah très oui, bien. il en faut partout. Tout comme les Yvelinois que nous avons rencontrés, eux aussi aiment beaucoup embellir leur maison pendant les fêtes. Regardez ce reportage. À la nuit tombée, les maisons de la rue de l'ancienne mairie à Montigny-le-Bretonneux s'illuminent pour laisser place à la féerie de Noël. Une licorne, des champignons ou encore des pingouins venus du pôle Nord. Bienvenue. Sandrine est ravie de partager ses décorations avec les passants. Gros bonhomme de neige que vous pouvez voir avec ses petits flocons. Ensuite, on passe par le petit passage. Nous avons la famille de cerfs, le papa et la maman et son bébé. Des décorations qui représentent tout de même un budget conséquent. C'est un budget, les rennes, c'est 150 € à peu près, le bonhomme de neige aussi. Lui, je l'avais eu chez Jiffy à 50%. Je les avais achetés après les décorations, en fait, quand ils soldaient tout. Et là, c'est les petites décorations de Lidl. 8 €. Et chaque année, Sandrine enrichit un peu plus sa collection. Le but est également d'illuminer le visage des enfants qui passent devant sa maison. Je trouve que c'est plus gai et en plus comme on habite juste en face de l'école, les enfants ça leur permet d'égayer un peu leur fin d'année qui est avec cette année Covid un peu compliquée. Je trouve que c'est un peu de joie dans ce monde un peu compliqué. À 48 heures de Noël, les passants de la rue de l'ancienne mairie peuvent encore patienter en lumière avant de retrouver leur cadeau au pied du sapin. Nous avons vu les décorations de fin d'année, mais fin d'année rime pas. C'est joli, ça vous a plu? Ah oui, magnifique. Vous avez trouvé des idées? Bah, je vais m'inspirer, ouais, je vais le re-regarder. Deuxième fois pour être bien sûr. C'est aussi les fêtes de fin d'année, l'occasion de faire des bons repas et les Yvelines, le département ne manque pas de richesse. Le nombre de producteurs est assez impressionnant, de producteurs locaux. On va vous en partager quelques-uns. Célia, vous êtes allée à Poissy. Oui, j'ai rencontré Suzanne et Jean-François Ardouin. Ils sont éleveurs bio. Ils sont artisans bouchers et charcutiers depuis 20 ans. Leur élevage se situe en Normandie. C'est pour ça d'où l'appellation la ferme biologique de Normandie. Mais leur atelier de découpe se situe à Poissy. Et donc on peut Producteurs de regarder. viande, vous les avez rencontrés. Voici la séquence. Ici, on est à Poissy, à la ferme biologique de Normandie, au 18 rue des Capucines. On est producteur, la ferme biologique de Normandie. On fait de la viande en bio depuis 3 générations sur la ferme. Pionnier en agriculture biologique, le respect du bien-être de l'animal. Et de la bonne viande qu'on fait. Et on arrive en fin d'année 2021. Les bonnes fêtes de fin d'année en famille, enfin. Donc voilà les premiers produits phares de la ferme biologique de Normandie. Un beau chapon à déguster en famille, pommes de terre, pruneaux, marrons. Voilà, efficace et rapide. Voilà. Et autrement, on a également, pour les familles plus petites, le rôti de dinde farci au pruneau, dénervé, avec une bonne farce de veau à l'intérieur, nourri à l'herbe. Voilà, en plein air. À déguster, pareil, avec pommes de terre, oignons, pruneaux, marrons, voilà. Et une bonne dégustation des produits de la ferme biologique de Normandie. Plusieurs producteurs locaux seront à découvrir tout au long de cette émission. Les producteurs locaux qui ont été aussi à l'honneur il y a quelques jours, quelques semaines jours, plutôt. à l'Assemblée nationale, avec le député Philippe Benassaya, qui avait réuni comme ça un certain nombre de producteurs des Yvelines à l'Assemblée. Alors il y avait ils montraient leurs produits. Il y avait un monde fou qui s'est précipité. Dès qu'il y a à manger, il y a un monde fou. En général, oui, ça marche bien. Mais c'était une très belle initiative, je trouve, de regrouper tous ces producteurs. Et ça montre en effet qu'il y a, dans la boucherie, mais il y avait aussi des gens qui font des salaisons de saumon, enfin il y avait tout, des confitures, On fait même du vin maintenant dans les Yvelines. aussi. du vin, absolument, du vin, La ouais. bière. Bouche de Roi. Du vin avec une superbe bouteille. D'ailleurs, ils ont le droit avec la Tour Eiffel dessus. Il y a une bouteille qui est absolument magnifique. Je vous la conseille. Le domaine des Bouches du Roi, que je dis c'est ça. ça. Et voilà, donc tous ces producteurs étaient réunis et c'était vraiment très, très sympathique, évidemment, mais très bien aussi pour la production des Yvelines. On va en découvrir d'autres tout au long de cette émission. Pour l'instant, deuxième partie de notre rétro 2021. Le deuxième trimestre, que s'est-il passé au cours de ces 3 mois? Voici le résumé. Face à la 3e vague de la Covid-19, Emmanuel Macron décide de fermer les écoles, les collèges, lycées et crèches pendant 3 semaines. Les cours se font donc à la maison.
Pendant ce temps-là, la vaccination bat son plein au Vélodrome. Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées. En avril, la vente des autotests a été autorisée en pharmacie. Les officines ont subi au début un manque d'approvisionnement. Malgré les dépistages, un constat alarmant, plus de 100 000 personnes sont décédées de la Covid-19. Triste record le 22 avril. La crise sanitaire fait chuter la fréquentation touristique dans les Yvelines, près de 50% de baisse dans les séjours hôteliers et plus de 60% de visites dans les sites touristiques. Et en parlant d'entreprises en difficulté, le département des Yvelines a soutenu l'entreprise Dunlopillo. Près de 2 millions d'euros ont été avancés par le département, un budget permettant au nouveau repreneur Finadorm de ne pas payer les murs de sa structure. Le 23 avril, les Yvelines sont de nouveau touchées par le terrorisme. Fonctionnaire de police âgée de 49 ans, Stéphanie Montfermé a été tuée lors d'une attaque au couteau devant son commissariat à Rambouillet. Quelques jours plus tard, un hommage national lui a été rendu. Une restauration intégrale au château de Versailles, la chapelle royale a subi 3 ans de travaux, 1 an pour le cabinet d'angle du roi qui sont désormais comme neufs. Le mois de mai est synonyme de déconfinement pour les Yvelinois. Le 3 mai marque la première étape, fin de la limitation des 10 km. Le 19 mai, deuxième phase du déconfinement. Les commerces non essentiels et les lieux culturels ont pu rouvrir avec des jauges réduites. Les bars et restaurants, eux, peuvent à nouveau accueillir des clients en extérieur. Côté sport, pendant 3 jours, le Linksea Open était organisé au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines par la Fédération française de golf. 120 sportifs amateurs ou professionnels étaient rassemblés, dont le numéro 2 français, Antoine Rosner. 40 élèves du lycée Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux ont suivi un échange en direct avec l'astronaute français Thomas Pesquet depuis l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Côté politique, les élections départementales et régionales avaient lieu les 20 et 27 juin. Valérie Pécresse garde la tête de la région Île-de-France. Concernant le département des Yvelines, c'est le groupe Ensemble pour les Yvelines, mené par Pierre Bédier, majorité de droite et du centre, qui a remporté les 21 cantons du département. Au cours de ce deuxième trimestre de l'année, on retiendra cette disparition. Le cycliste Robert Marchand s'est éteint le 25 mai à 109 ans. Le centenaire a battu plusieurs records de l'heure sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À 105 ans, il avait parcouru environ 22 km en 1 heure. 78 tours se poursuit à présent avec notre personnalité sportive de l'année. Les journalistes sportifs de TV78 se sont réunis, ils ont délibéré leur verdict. On retrouve Grégory Canalet. Et il s'agit d'Arthur Rinderknecht, c'est donc notre sportif yvelinois de l'année. Il est avec nous par visioconférence. Bonjour Arthur. Salut à tous. Merci d'être avec nous puisque votre saison a été pleine, elle a été longue et vient maintenant le temps du repos du guerrier. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes tennisman, vous avez 26 ans et vous avez été formé au Tennis Club des Loges de Saint-Germain-en-Laye. En 2021, vous avez connu une ascension folle puisque vous étiez en début d'année au-delà de la 170e place mondiale et vous êtes aujourd'hui le 58e joueur mondial, le 4e français. Quel regard portez-vous sur cette année 2021 ? Est-ce que vous vous attendiez à pareille ascension d'intégrer finalement ce top 100 mondial ? Non, évidemment, c'est assez inespéré. Maintenant, c'est sûr que c'est une très belle année pour moi. Je peux pas m'en plaindre. Surtout une année, voilà, au milieu d'une année Covid qui est évidemment pas simple, avec pas mal de restrictions, mais très content de cette année et vraiment impatient d'attaquer l'année prochaine. Avec une cerise sur le gâteau, c'est cette participation avec l'équipe de France à la Coupe Davis. Vous avez été sélectionné par Sébastien Grosjean. Alors les Bleus ont été éliminés au premier tour. Il y a une victoire contre la République tchèque, puis une défaite contre la Grande-Bretagne. Vous avez d'ailleurs participé à ce duel contre les Britanniques. Votre bilan, c'est une défaite 6-2, 7-6 contre Cameron Norrie, le 12e joueur mondial, et une victoire aussi en double aux côtés de Nicolas Mahut. Que retenez-vous de cette expérience ? Est-ce qu'il y a un côté frustrant parce que contre Cameron Norrie, vous étiez passé tout proche dans le second set d'arracher justement ce set. Vous avez eu 2 balles de set, ou justement vous préférez retenir l'expérience acquise grâce à cette Coupe Davis ? Non, évidemment, la Coupe Davis, ma nomination, ma sélection était vraiment la cerise sur le gâteau de cette fin d'année pour moi. Qui l'eût cru en début d'année que je ferais partie de cette équipe de Coupe Davis? Je pense personne et moi le premier. Donc c'était vraiment une superbe expérience et j'adorais y retourner. Je vais tout faire pour. Maintenant, oui, le match de simple était assez serré. J'ai pas joué la première rencontre, j'ai joué la deuxième face aux Anglais. Et il fallait absolument gagner pour se qualifier. Alors on a perdu 2-1, assez serré. J'aurais aimé faire un petit peu mieux en simple. Maintenant, j'ai joué un très bon adversaire, 12e mondial. C'est sûr que c'est ce qu'il se fait de mieux dans le monde. Donc c'était pas simple pour un premier match avec la tension et tout ce qui va avec, mais j'ai fait le maximum et on a réussi à gagner un très beau double avec Nicolas Mahut dans la foulée face à 2 joueurs britanniques qui sont classés dans les 20 premiers mondiaux. Donc
Donc c'était un très bon double. Et beaucoup d'autres choses pour vous également cette année. Vous avez participé au premier tour de Roland-Garros, c'était déjà le cas la saison dernière. Premier tour également à Wimbledon et vous avez même atteint le second tour de l'US Open cette année. Vous avez aussi un titre sur cette année 2021 au tournoi d'Istanbul, tournoi Challenger en début d'année. Sur le circuit ATP, votre bilan cette saison, c'est 18 victoires, 16 défaites en 2021. Plusieurs quarts de finale dans des tournois ATP. Vous avez battu aussi 2 joueurs du top 20 mondial, l'Espagnol Roberto Bautista Agut lors du tournoi de Gstaad et aussi l'Italien Yannick Sinner qui est un peu aussi l'une des pépites du moment du tennis mondial. C'est quoi votre meilleur souvenir sur cette année 2021 ? C'est sûr que ces 2 victoires étaient assez particulières pour moi. Mes 2 premiers top 20, des joueurs immenses que sont l'Italien et l'Espagnol. J'ai l'habitude de les voir à la télé. Là, j'arrive à les battre sur des vrais gros tournois ATP. Donc, évidemment que c'était assez fantastique. Maintenant, oui, découvrir Wimbledon, m'être qualifié, avoir joué mon premier tour sur le gazon londonien de Wimbledon, c'était assez fantastique. Alors, j'ai perdu un match assez fou, 14-12 au 5e set, mais avec une balle de match. Mais c'était quand même un super souvenir. Et puis, ma victoire aussi assez improbable à l'US Open où je suis mené 2-7-0 et je reviens pour gagner en 5-7 en ayant les crampes aux jambes et tout ce qui va avec dans l'humidité de New York. Mais ce sont des super souvenirs. Et tout ça avec un parcours atypique. Vous êtes arrivé tard sur le circuit, vous êtes professionnel depuis 2018 après des études aux États-Unis à l'Université du Texas. Est-ce que c'est ça votre force finalement, ce parcours peut-être qui vous donne moins de pression ? Vous avez été moins exposé que d'autres joueurs français qui ont été exposés très jeunes. Est-ce que c'est ça, le fait peut-être de jouer sans pression avec ce parcours atypique ? Finalement, c'est que du bonus. Alors, je joue pas sans pression non plus. Je pense que tout le monde en a. Maintenant, ça fait partie de mon identité. C'est le chemin, c'est le chemin que j'ai pris, celui qui m'a formé. Donc évidemment, j'en suis fier. Maintenant, j'essaie d'apprendre de chaque expérience et les États-Unis m'ont beaucoup appris pour me permettre de jouer sur le circuit. Alors vous êtes grand, vous faites 1m96, vous avez une grosse envergure, mais tout de même une bonne mobilité. 2 points forts, c'est le service et le coup droit. Sur quels aspects vous devez travailler pour cette année 2022 et vous fixer justement d'autres objectifs ? Je vais pas tout vous dévoiler, mais non, j'ai toujours pas mal d'axes de travail à progresser, à développer. Mon entraîneur en parlerait mieux que moi, mais oui, point de vue physique, point de vue déplacement, évidemment, toujours renforcer mon jeu dans lequel j'essaye de jouer et ennuyer mes adversaires, évidemment toujours mieux le faire, plus en étant plus solide, et c'est évidemment un gros objectif pour moi. Et vos objectifs justement sur l'année 2022, est-ce que vous voir dans un top 30, top 20 mondial, est-ce que ça c'est possible dès 2022 ? Vous savez, le classement, moi je m'en moque parce qu'évidemment qu'à la fin de la journée ou à la fin de l'année, on regarde le classement, mais j'essaie surtout de travailler sur mon jeu. Si mon niveau de jeu progresse, à ce moment-là, les victoires viendront, et si les victoires viennent, le classement progressera. Maintenant, je vais pas vous donner d'insight sur le classement que je rêverais d'avoir, et tout ça est encore bien sûr un rêve, parce que top 20 ou top 30, c'est quand même quelque chose assez exceptionnel. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Merci à Arthur Rinderknecht d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on suivra bien sûr sur TV78 vos prochaines performances avec attention. Allez, un sujet qui lui mettra tout le monde d'accord, parce que j'imagine que chacun a son sportif yvelinois de l'année. Voilà, oui, un sujet qui lui mettra tout le monde d'accord, c'est le Noël à la bergerie de Rambouillet. Célia. Oui. J'y suis restée un après-midi. Là-bas, il y a de multiples animations. On débute avec un atelier laine et récup. En fait, on a appris à créer un mobile de Noël. J'étais en équipe avec un père de famille et son enfant. Vous avez des morceaux de laine qui sont de différentes tailles, et la ficelle marron va vous permettre en fait d'attacher le bout de bois comme ceci pour faire la petite accroche qu'on peut mettre au sapin ou sur le mur. Et ensuite, les différentes tailles vont permettre de coller les moutons. Alors, c'est assez simple à réaliser, une activité sympa et ludique à faire bien sûr en famille. Donc, jusqu'au 24 décembre, on pouvait aussi faire des tours comptés en calèche et bien sûr rencontrer... Des moutons.
les moutons, mais Le Père Noël. le Père Noël. Ah non, dans la crèche, on était dans la bergerie, j'étais dans la crèche, moi. Je pensais à Oui, Jésus. mais vous avez raison, c'est aussi l'occasion de découvrir vrai. des animaux, C'est magnifique. les mérinos, C'est super. les vaches ou encore les chevaux. C'est de voir finalement tous les animaux dans les bâtiments, parce que beaucoup d'animaux sont dans les prés pendant le printemps, été, automne, et là ils sont tous rentrés, donc tous les bâtiments sont pleins, avec en plus beaucoup de naissances d'agneaux en ce moment. Et une activité qui va vous plaire, Patrice, la traite des vaches. Ah oui, ça, je le fais très bien ça. Ah, très bien. Bah, moi, j'ai rencontré Antoine. Vous l'avez fait? Alors non, j'ai pas pu le faire, mais il m'a expliqué justement. Vous allez revenir, il faut vous y mettre. Oui, bah, je vais essayer. J'y retournerai. C'est bon en plus le lait chaud. Oui, ça, oui, quand oui, il oui. sort. Bah, vous allez voir après. Là, On voit que vous êtes convaincu, Patrice. Vous spoilez la chronique, là. Donc, moi, j'ai rencontré Antoine. Il est vacher à la bergerie et il explique justement aux visiteurs comment cela fonctionne. Vous allez peut-être nous expliquer, Patrice. Faut tirer sur Lorsque les vaches arrivent dans la salle de traite, donc la première étape, ça va être de nettoyer les trayons. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de tirer les premiers jets. Donc, on tire les premiers jets à la main. Donc, pour s'assurer que la vache est en bonne santé. Alors sur mon chemin également, j'ai croisé la famille Deno Thomas. Ils ont participé à tous les ateliers et ils m'ont partagé leur expérience. On a fait un tour en calèche et du coup, il y avait une dame qui nous racontait une histoire, c'était Casse-Noisette. Après, on a vu le Père Noël. Un atelier ? On a fait un atelier et le Père Noël nous a donné un... On a vu les moutons mérinos aussi, c'est impressionnant. On a fait des câlins là aux petites chèvres. Donc non, c'est très sympa. Et les ateliers aussi, les enfants ont adoré. Et donc on finit cet après-midi avec une petite douceur, justement le chocolat chaud, le lait 100% fait avec le lait de leur vache en fait. C'est super. Voilà, Hein, c'est super. Le lait va ensuite dans un atelier de transformation, il est pasteurisé, on récupère en seau, ensuite on le réchauffe, on rajoute un chocolat qu'on achète à un producteur local. Et ne vous l'avez pas ramené? Non, je ne Pas l'ai pas goûté. ramené. En fait, je l'ai goûté, je l'ai bu et il était Sympa tellement bon pour qu'il nous. y a plus Regardez. rien. Voilà. Vous avez tout le monde. Ça donne trop envie, Oui. en plus. Non mais c'est un lieu magnifique quand même. Ah oui, hein. non, c'est très Faut beau. y aller, quoi. Et du coup, je le rappelle, la Bergerie nationale est ouverte durant toutes les vacances avec les différentes animations justement que je vous ai montrées, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, là, ils sont fermés. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, hein. Tous ces lieux culturels ont besoin de fréquentation aussi. C'est difficile encore aujourd'hui, il y a toujours ces questions de passe sanitaire, mais ils seront ravis de vous recevoir à Rambouillet comme ailleurs à travers le département. Un dépaysement un peu, hein. Ah oui, ah non, c'est très beau. En une journée, voilà. Oui, c'est ça. On a la campagne. Formidable. Justine, on va poursuivre le tour d'horizon des producteurs locaux avec vous. Focus sur les 2 gourmands à présent. Oui, exactement. Ils ne sont que 2 à être gourmands. Ils sont pas que 2, hein. Franchement, il y en avait partout dans la boutique. Mais voilà, les 2 gourmands, en fait, c'est une biscuiterie et miellerie qui est basée à Crépierre. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'amitié de base. C'est pour ça que ça s'appelle les 2 gourmands. C'est 2 amis qui se sont lancés dans le circuit court et la production locale. Et en fait, donc vous l'aurez compris, ils produisent leur miel et leurs biscuits, mais travaillent avec plein d'autres producteurs locaux. C'était ça l'essentiel pour eux. Et moi, j'ai pu découvrir la boutique, mais aussi l'atelier de fabrication. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Bienvenue à la ferme, chez les 2 gourmands. Je suis l'un des 2, Guillaume. L'autre gourmand, c'est Louis, mon associé. Je vais vous le faire visiter. Suivez-moi. Bienvenue dans la boutique. C'est ici qu'on commercialise tous nos produits, nos biscuits, nos miels, nos pains d'épices. On a fait des mises en avant pour les fêtes, parce qu'on vend plein de coffrets pendant les périodes de fin d'année, pour tous ceux qui ont envie de se régaler avec de bons produits locaux. On a nos pains d'épices ici, nos tablettes de chocolat, les produits partenaires, des jus, des pâtes, du thé, et aussi plein d'autres choses, des spiritueux. Derrière, on a un petit peu de produits frais, des glaces, et enfin nos miels qu'on retrouve ici, et nos biscuits. Et maintenant, on va aller en fabrication pour vous faire découvrir comment tout ça est fait. Donc on est au cœur ici de la biscuiterie. C'est ici qu'on fabrique tous nos produits, nos biscuits et nos cookies aujourd'hui qu'on retrouve à bord des trains TGV Inouï. Donc on fait les pesées ici, ensuite on pétrit la pâte. Une fois qu'on l'a pétrie, on va la façonner, on va donner la forme aux cookies. On dispose alors les cookies sur les plaques, mis sur des chariots. On envoie en cuisson et une fois que c'est cuit, suivez-moi, voilà à quoi
ça ressemble. Vous ne l'avez pas là, mais ça sent bon et c'est délicieux. Et ces cookies, il nous reste ensuite, pour finir, à les mettre en sachet, avant de les mettre dans les cartons, puis de les expédier. Et en sachet, ça ressemble à ça. Et pour la prochaine séquence gastronomique, nous irons dans une brasserie, cette fois-ci à Bois d'Arcy, la brasserie O'Clock. C'est bien de manger, c'est bien de boire aussi, pendant les fêtes avec modération, comme d'habitude. En tout cas, restez avec nous. On va parler Noël solidaire à présent. La fin de l'année, c'est aussi l'occasion plus que jamais d'être solidaire envers les plus démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je vais vous dire ça dans quelques instants, mais juste avant, je voudrais vous dire que en fait, c'est la magie de Noël, je pense, qui opère parce que, comme vous l'avez dit, on est plus solidaire. Je pense que c'est aussi le fait qu'il y a plus de sensibilisation. On tombe sur les personnes qui emballent les cadeaux à la sortie des magasins. Et donc, moi, je me suis demandé justement si les Yvelinois étaient plus solidaires aussi au moment de Noël. Et je leur ai posé la question, regardez. Avec l'école, les cadeaux, par exemple les Noëls canadiens, où on offre des choses qui font plaisir à nos camarades. C'est le moment où on est un peu plus généreux avec les associations. 365 jours sur 365 jours. On se sent plus obligé, on va dire, mais après, je pense que si on a envie de faire des bonnes actions, on peut en faire toute l'année, quoi. On le fait, naturellement à Noël. Naturellement et tout au long de l'année. Moi, je travaille en école, donc après, avec les enfants, on a fait des choses aussi avec les maisons de retraite. En lien avec les personnes âgées, on a fait des petites cartes, etc. Donc oui, complètement. Les Yvelinois sont ouverts à la solidarité. C'est bien. Vos conseils? Mes conseils, donc il y en a pour tous les goûts, pour faire des bonnes actions. Moi, je suis juste là pour vous donner quelques petites idées. Si vous avez un peu de temps, déjà, être présent, c'est aussi être solidaire, passer du temps avec votre entourage ou encore des personnes isolées. Savoir que c'est pas ultra facile en ce moment avec la crise sanitaire, mais voilà, si vous avez la possibilité, vous pouvez également faire du tri dans vos vêtements, les jouets de vos enfants et faire don de tout ça. Je pense notamment à Emmaüs ou encore le Secours Populaire avec ses Pères Noël verts en fait qui font des collectes pour les plus démunis. Oui, c'est bien de sensibiliser à travers les enfants aussi, de faire le tri avec eux, ça leur apprend aussi et ça devient naturel pour le coup après eux aussi d'être solidaires. Comme Exactement, et c'est hyper important. Et puis je vous propose aussi l'opération offrir une boîte solidaire pour Noël. Simplement, vous pouvez prendre une petite boîte à chaussures et vous déposer quelque chose de chaud, par exemple comme des gants, un bonnet, quelque chose à manger mais non périssable, et puis un loisir, par exemple un livre, un produit d'hygiène, une brosse à dents, et puis voilà, après la Croix-Rouge française, il y en a beaucoup qui le font, mais la Croix-Rouge française vous permet de le faire jusqu'au 8 janvier, donc vous pouvez encore le faire. Et il y a des endroits qu'il faut déposer Oui, donc il y a 1000 unités locales, et vous pouvez déposer dans une unité de la Croix-Rouge, voilà, jusqu'au 8 janvier, et ce sera distribué pendant les marottes du coup de début d'année. Ça c'est pour ceux qui s'impliquent, qui veulent fabriquer, qui donnent de leur temps, beaucoup aussi, ceux qui ont un petit peu moins de temps. C'est pas une excuse. Mais oui, il y a aussi des possibilités. Vous pouvez totalement faire don juste un peu d'argent si vous avez. Ça se fait facilement en ligne, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous avez des cadeaux à offrir, je vous propose un site, c'est Boutique Solidaire. En fait, c'est un site qui regroupe plein d'associations caritatives. Et là, vous pouvez faire vos achats. Par exemple, vous pouvez trouver des timbres de l'UNICEF, les cartes de vœux du Secours Populaire ou encore les calendriers de la SPA. Donc ça, c'est... Ou de l'UNICEF. Moi, j'achète les calendriers de l'UNICEF. Donc les timbres, il y a l'UNICEF. Ouais, vous avez plein de choses, de toute façon, dessus. C'est bien. Vous faites des bonnes actions, Célia. J'essaye. Je suis fière de vous. Et puis, il revient chaque année depuis 30 ans. Je pense que vous le connaissez. Oui, le sac à sapin. Le sac à sapin, c'est le sac à sapin d'handicap international. C'est un sac biodégradable. 5 €, 1,50 € reversé du coup aux actions de l'association. Et puis, il permet l'insertion des personnes atteintes de handicap. Donc, c'est vachement solidaire. Et c'est très utile. Et c'est très utile, surtout en cette période. Absolument. Je voulais juste vous rappeler que l'important pour être solidaire, c'est que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, que ce soit donner de son temps ou de l'argent. Voilà. Chacun participe à sa façon. Oui, et puis ça prend pas forcément beaucoup de temps quand on passe dans un magasin de prendre le sac à sapin par exemple. Voilà, on le remonte. Voilà, vous l'avez pris et vous l'utiliserez, bien sûr. Nouvelle pause dans ce 78 tours de fin d'année. Nous allons revenir sur la suite des événements qui ont marqué 2021. C'est avec Mickaël Elmidoro à présent. L'été yvelinois 2021 était sportif avec les Jeux Olympiques de Tokyo. 11 athlètes yvelinois ont participé à cet événement planétaire. Mention spéciale aux 3 triathlètes de Poissy qui remportent la médaille de bronze, tout comme Christopher Six en équitation. Le Versaillais Valentin Porte en handball et Guillaume Chen de Sartrouville remportent la médaille d'or. Les Jeux de Tokyo à peine refermés, tous les regards sont désormais tournés vers les JO de 2024 à Paris. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli en septembre le passage des drapeaux olympiques dans sa structure. Du cyclisme également dans les Yvelines avec le Tour de France. La dernière étape est partie depuis Chatou. Tadej Pogačar, vainqueur de cette édition 2021, et Julian Alaphilippe étaient présents sur la ligne de départ.
Côté politique, le Conseil d'État a tranché. Il faudra revoter pour les élections municipales à Trappes. Le maire élu en 2020, Ali Rabet, a été sanctionné suite à des infractions pendant sa campagne. Les dates des nouvelles élections, les 10 et 17 octobre. De son côté, Valérie Pécresse a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2022. L'ancienne députée des Yvelines venait d'être réélue pour un second mandat à la tête de la région Île-de-France. Depuis le 21 janvier, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture comme les musées ou les cinémas. Les salles obscures ont enregistré une chute de la fréquentation de 70%. Le pass sanitaire devient également obligatoire à partir du 9 août pour aller manger au restaurant. À Trappes, première étape pour le chantier de l'enfouissement de la Nationale 10, le pont Marcel Cachin a été démoli dans la nuit du 17 au 18 août. Il surplombait la N10 au niveau de la mairie. Le chantier d'envergure devrait durer 6 ans. En septembre, le musée départemental Maurice Denis installé à Saint-Germain-en-Laye rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Le jardin et le bâtiment ont été restaurés. Une exposition inaugurale dédiée à l'artiste peintre a été réalisée. Le week-end des 11 et 12 septembre, le château de Versailles accueillait la plus grande reconstitution historique d'époque. 400 passionnés ont fait revivre Napoléon en ce bicentenaire de l'empereur. L'électro également à l'honneur en ce mois de septembre après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire. L'Electric Park de Château était de retour. Des milliers de fêtards ont participé à cette 11e édition sur 2 jours. À Thoiré, un rhinocéros blanc arrive au parc zoologique, son nom Wakati. 3 ans après la mort de Vince, abattu en 2018 par des braconniers pour récupérer sa corne. Enfin, il nous a quittés en ce début septembre après une immense carrière au cinéma. Jean-Paul Belmondo, alias Bébel, est décédé à l'âge de 88 ans. Le comédien avait passé une partie de son enfance à Clairefontaine en Yvelines pendant la Seconde Guerre mondiale. On va rester dans l'actualité de l'année écoulée avec vous, Patrice. À présent, personnalité économique de l'année. Eh bien, j'ai choisi Guillaume Quérou, qui est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, parce que c'est un homme qui a d'abord, il est jeune. Il a un parcours assez atypique. Il est né au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, quartier difficile, donc dans un milieu assez défavorisé. Après, il a fait des études de sciences, des études d'éducation. Et puis, il a commencé à transmettre un peu son savoir. Et alors, il trouvait que quand même, c'était compliqué à l'époque, il n'y avait pas, vous savez, d'auto-entrepreneur, hein, ça n'existait pas. Donc c'était assez compliqué d'exercer ce métier. Alors il s'est retrouvé au chômage. Et en 2004, il se dit, je fonderais bien ma boîte. Alors il avait 1 000 € en poche, en tout et pour tout. Aucune banque n'a voulu évidemment l'aider. Il dit d'ailleurs que c'est assez amusant parce que maintenant les banques courent après lui pour savoir s'il ne voudrait pas à tout hasard vendre un peu de son entreprise. Il a créé cette entreprise qui s'appelle Didactis, qui a aujourd'hui 800 employés, qui est une entreprise de portage salarial. Alors c'est très dans son univers parce que le portage salarial, ça permet à des gens qui ont des contrats avec une société d'être engagés par cette société, par contre Didactis, par une société de portage salarial, comme ça. Ils ont leur liberté et ils ont la protection des salariés. Donc et c'est un peu son truc, ça, d'avoir à la fois la liberté d'être un peu entrepreneur et salarié, d'être protégé et de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est quelque chose qu'il a développé. Il a d'ailleurs écrit pas mal de bouquins là-dessus. Il y avait Tous indépendants, c'était son premier livre. Après, il avait changé de vie, changé de job. Enfin, il a écrit pas mal de livres là-dessus. Mais il avait l'idée de sa création d'entreprise déjà, ou il s'est juste dit, bon, j'ai pas de boulot, il faut que je crée une entreprise et ensuite je trouve l'idée? Il voulait pouvoir exercer de manière indépendante son travail. D'où cette idée de portage salarial et d'où cette idée de créer sa société. Donc il a été, alors je ne l'ai pas dit, mais il a été élu à l'unanimité président de la Chambre de commerce et d'industrie. Et alors, oui, c'est ça, ce tropisme de dire, au fond, il faudrait que les gens deviennent des entrepreneurs. Son dernier livre, d'ailleurs, s'appelle Tous entrepreneurs. Hein, voilà. Il donne des conseils. C'est parce qu'il dit il y a plein de gens qui veulent monter des boîtes, qui ont un peu peur, qui se demandent, c'est vrai, c'est pas facile, il faut sauter le pas. Ça fait peur. Et il dit, voilà, on peut les aider. Ça va être d'ailleurs un de ces chantiers à la Chambre de commerce et d'industrie, puisque un des buts qu'il se propose, il y a à peu près ça dépend de la forme des entreprises, entre 50 000 et 80 000 entreprises dans les Yvelines. Son but est de doubler le nombre d'entreprises pendant les 5 ans qui viennent. Et de les faire durer aussi.
Et de les faire Parce que le durer. but, voilà, mais avec beaucoup, parce qu'au fond, il y a beaucoup de grandes entreprises dans les Yvelines, mais... il y a beaucoup de PME, TPE mais aussi, voilà, mais le pourcentage est relativement faible de grandes entreprises. Le cœur de ces entreprises, c'est les TPE et c'est les PME. Donc c'est ça qu'il veut favoriser. Et il y a déjà plein de gens qui ont des idées, qui peuvent faire leur boîte, engager des gens. Il y a des emplois qui se créent presque tous les jours dans ce territoire. Et lui, il va essayer d'aider ça. On va l'écouter, vous l'avez rencontré il y a peu pour votre émission. Je l'ai rencontré, alors là, je lui ai demandé au fond quelle était son analyse justement après la crise sanitaire, quel était l'état des entreprises dans les Yvelines et si on pouvait être optimiste quant à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Yvelines, on a un certain nombre effectivement d'industries qui sont en perte de vitesse, l'automobile, l'aéronautique, et un certain nombre d'industries autour de la défense du fait de cette transition écologique qui est en cours. Et de l'autre, on s'aperçoit qu'on a énormément de nouveaux entrepreneurs qui ont tiré parti finalement de cette pandémie. Je rencontrais par exemple il y a quelques jours un chocolatier. Vous voyez, c'est un des exemples dont je parle souvent, les métiers manuels, et qui a créé quand même, c'est dingue, 15 emplois pendant la pandémie. Donc des emplois sonnants et trébuchants. Donc c'est tout ça pour dire, on va devoir effectivement soutenir nos grandes industries, mais on va surtout devoir soutenir nos petites entreprises, petits commerçants, petits entrepreneurs, qui eux sont réellement des créateurs d'emplois de proximité et durables dans le temps. Donc c'est un peu l'apprentissage de cette période. Voilà pour la personnalité économique, personnalité politique à suivre tout à l'heure. Avec vous aussi, Patrice. On laisse de côté l'économie, on passe à la culture à présent avec le musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. Depuis 2018, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye accueille l'ensemble de musique de chambre Calliope afin de faire découvrir ses collections en musique. Plusieurs projets sont nés de cette rencontre, certains étaient inattendus, fruit de la situation sanitaire. Bonjour Karine Letiec. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice artistique de l'ensemble Calliope. Nous voulons profiter de cette émission de fin d'année pour évoquer avec vous ce projet musico-archéo. Il s'est déroulé sur l'année 2021, il va se prolonger sur l'année 2022, bien sûr. Déjà, comment est née cette idée de faire se rencontrer l'archéologie et la musique de chambre ? Eh bien, l'archéologie, ça raconte déjà notre histoire et ça raconte surtout l'histoire de l'humanité. Et finalement, quand on regarde toutes les traces, toutes les signes que nous propose l'archéologie, on se rend compte que nous, les êtres humains, nos ancêtres, nous sommes des musiciens. Et oui, la première chose que l'on voit à cette époque, parce que quand on parle d'archéologie, on parle de la préhistoire, eh bien l'homme préhistorique, l'Homo sapiens, a laissé des traces qui indiquent qu'il dessinait déjà, bien sûr, dans les grottes pariétales. Mais on a aussi retrouvé des instruments, notamment des instruments de flûte que nous avons à Saint-Germain-en-Laye. Et on peut imaginer aussi qu'il chantait. Et donc, c'est cette interrogation que nous menons et que nous rendons le plus vivant possible. Parce que s'intéresser à notre histoire, c'est aussi faire un lien avec aujourd'hui, avec les créateurs, les humains d'aujourd'hui, qui ont envie de continuer toujours. En fait, c'est génial parce que l'homme est un créateur. Cette créativité, elle est en chacun d'entre nous, même si on n'est pas musicien d'ailleurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dans l'être humain, qui veut toujours se transcender. Et c'est quand même quelque chose de positif et que nous mettons en œuvre avec bien sûr toute l'équipe du musée d'archéologie à travers différentes manifestations, des concerts. Il y a des concerts, des visites en musique, des ateliers aussi. Je vais donner 2 dates de concerts à venir, 27 mars, 15 mai aussi, donc 2022, ce sera dans la chapelle. Comment se construit la musique justement avec le musée, dans un musée? Comment se fait la résonance entre les deux? Alors, eh bien, par exemple, le concert donc, que vous citez du 15 mai, il y a une dalle assez magique dans le château, parce que le musée d'archéologie, c'est aussi un château, donc il y a toute une histoire. Eh bien, tout au fond, il y a une dalle, mais qui est bien trop lourde pour la déplacer. Alors, nous avons eu cette idée de se mettre sur les toits, d'amener cette pierre qui est dans l'ombre vers la lumière, et donc de lui offrir une musique spécialement dédiée, qui va suivre les tracés qu'elle a
des tracés qui sont une carte, c'est extraordinaire, on vient de découvrir, c'était la première carte au monde, et de demander à un compositeur d'aujourd'hui eh bien, de retranscrire cela sous forme d'une musique que l'on peut offrir. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de l'offrir d'une manière un peu extraordinaire. Et donc là, dans ce film, parce que c'est la version live, ça sera différent bien sûr, je ne pense pas que je vais inviter le public sur les toits, mais voilà, c'était la version audiovisuelle. Mais dans le cas du concert du mois de mai, nous serons dans la chapelle, qui est un endroit merveilleux pour l'acoustique, puisqu'il a été conçu autour de l'époque de Louis XIV, vous savez, qui aimait aussi beaucoup la musique et la création contemporaine. Et donc, ça fait un écrin magique pour écouter ces concerts. Il y a des moments d'échange avec le public. On va revenir sur ce spectacle, en tout cas captation qui a eu lieu sur le toit du musée dans un instant. On va avoir un extrait un petit peu plus, mais juste sur les moments d'échange qui sont aussi organisés et proposés dans ce cadre-là avec le public, ces ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des ateliers des lottophones ? On va les voir à l'image. Alors, ces instruments, ça veut dire lithos, c'est la pierre, et phone, c'est le son. Donc, c'est la pierre qui sonne. Ce sont les premiers instruments préhistoriques, puisque ces pierres sont du calcaire. C'est les mêmes que celles qui sont dans les grottes. Et alors, Tony Di Napoli, que vous voyez, qui est un très grand créateur, les sculpte lui-même et va les faire chanter, va les faire vibrer. En fait, il les caresse et du coup, ça fait une forme de vibration. C'est un son absolument fascinant qui nous aide beaucoup à retrouver cet environnement sonore. Et pendant les ateliers, Tony montre aux familles, aux enfants, à toute personne intéressée par même l'acoustique, cette merveilleuse interaction entre une pierre, finalement, donc purement la pierre qui devient un instrument et tous les effets sonores qu'elle peut donner. Et donc les gens sont actifs pendant l'atelier, ils peuvent toucher, ils peuvent participer. Tony Di Napoli adore partager et lui-même est un créateur qui pendant le concert ensuite va créer des œuvres avec ses lithophones. Alors je reviens justement sur ce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure. On parlait des projets qui sont nés aussi pendant la période de confinement et de Covid. Il a fallu donc réinventer. Vous avez pu faire des captations. On en a vu quelques images et on va en voir un extrait. Ce concert filmé est aussi à découvrir en intégralité sur votre chaîne YouTube. L'adresse s'affichera bien évidemment sur l'antenne. Extrait de Pierre raconte, hommage musical à la dalle de Saint-Bellec. Interprétation donc réalisée sur les toits du musée. Magnifique interprétation dans un cadre tout aussi magnifique, et je le disais, disponible sur votre chaîne YouTube en intégralité. On aura l'occasion sur l'antenne de TV78 au cours de l'année 2022 de revenir sur vos différents projets, de détailler un peu plus cette programmation. Juste pour conclure, j'aimerais en quelques mots qu'on parle du volet musique et handicap que vous menez dans le cadre de votre travail avec le musée de Saint-Germain, parce que je sais que ça vous tient particulièrement à cœur. Oui, nous travaillons avec le monde particulièrement de l'autisme depuis plus d'une vingtaine d'années, avec notre collaboratrice, chanteuse et pédagogue de la voix, Catherine Bonny. Et nous avons préparé un projet cette année, comme nous le faisons depuis une vingtaine d'années, qui va permettre un partage entre ces personnes qui ont un accès à un monde assez incroyable et qui ont une particularité vraiment de sensibilité à la musique. Et nous préparons pour le 2 juillet un voyage au fil du temps, qui part bien sûr de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, où les enfants et les adultes chantent. C'est un projet qui est mené avec 2 institutions, donc, dont des foyers dans les Yvelines de Mareil-Marly et de Croissy-sur-Seine. Donc chaque semaine, Catherine Bonny va travailler avec eux, chaque mois, pardon, elle va travailler avec eux dans des ateliers. L'idée ensuite, c'est de réunir tout le monde et de faire cette interaction avec les musiciens de l'ensemble Calliope pour proposer vraiment un véritable spectacle. C'est un moment assez
extraordinaire, justement, parce que ces personnes-là, elles sont très différentes, mais du coup, tout le monde se rapproche. Les familles peuvent voir que ces personnes peuvent aussi, elles, avoir accès, comme tout le public, tout le long de l'année au musée d'archéologie. Il est pour tout le monde. Autant la musique que l'archéologie, c'est pour tous. Merci beaucoup Karine Letiec d'avoir été avec nous pour cette émission 78 tours, le programme complet de vos différents spectacles sur votre site internet. Merci encore à vous. Merci. Nous quittons Saint-Germain à présent et son musée pour le Trianon de Versailles et son chalet. Mathilde Franco est allée y passer l'après-midi, un après-midi de détente dans un cadre magnifique. Je suis actuellement dans la galerie du Trianon Palace située à Versailles en présence du chef pâtissier Eddy Benganem. Bonjour. Bonjour Mathilde, bienvenue au Waldorf Astoria, Versailles Trianon Palace. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce qu'est le métier de chef pâtissier? Donc je suis chef pâtissier dans ce bel hôtel depuis quelques années déjà, dans lequel j'officie. Et en fait, mon rôle est de travailler avec toutes les équipes, de faire plaisir aux clients et de proposer des gourmandises et des douceurs tout au long de l'année. Alors, en face de nous, on a ce Tea Time. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous l'avez pensé, comment est-ce que vous avez sélectionné les pâtisseries? Le Tea Time du week-end, donc un parfait glacé exotique. Donc on va commencer par des notes acidulées, fruitées, légèrement épicées. Donc ananas, fruits exotiques. Et ensuite, on va poursuivre avec un cake qui est assez moderne, donc un cake au citron avec une chantilly au citron. On retrouve le lion qui est un peu sur le kumquat confit et les agrumes. Et on va finir avec une tarte au chocolat vanille. Donc des notes extrêmement simples, très lisibles. Et le but le plus important pour nous est vraiment de faire plaisir à nos clients. Donc les pâtissiers montent le samedi et le dimanche pour présenter le Tea Time à nos clients et voient ce qui se passe. Donc si j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, pour réajuster l'expérience. On parle vraiment d'expérience et faire plaisir. Et donc vous avez aussi imaginé la bûche de Noël pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Elle est assez atypique, cette bûche de Noël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez pensée? Comment je l'ai pensé? C'est depuis, je l'avais en tête, je me dis j'ai envie de rigoler. Donc les années précédentes, nous travaillions sur des bûches assez oniriques, assez élégantes, sur des notes végétales. Et là je me suis dit j'ai envie de rigoler. Le Covid nous a tous marqués, donc je voulais rigoler. Et je me suis dit comment prendre la bûche à contre-pied. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on mange à Noël? Quel est le plat principal à Noël? La dinde de Noël. Et je me suis dit la dinde ne va pas passer à la casserole. Donc vous avez le chef qui n'est pas passé à la casserole, c'est écrit sur son tablier, chef. Donc la casserole est en chocolat. D'accord. Une jolie casserole avec une imitation de fonte. Tout est comestible. C'est que du chocolat. D'accord. Voilà, donc la casserole est en chocolat. Le gâteau est ici. Donc voilà, la gazinière elle est à part. Et ça c'est le gâteau. Les notes du gâteau sont vanille, chocolat, caramel. Pourquoi ces parfums-là? Ce sont les parfums les préférés des Français. Donc en fait, nous on va mettre la cloche, la cocotte sous une cloche. Et le client n'aura que ça à conserver au frigo. Et en fait, la cloche vient se poser directement sur le gâteau. Donc c'est un centre de table. Les gens sont un petit peu interloqués pendant le repas, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, vous déclochez, voilà, et vous découvrez le gâteau. Un gâteau pour 6-8 personnes. Et pour avoir fait le test en dégustation, 6-8 personnes, c'est super. Place à la dégustation maintenant. Alors, Eddy Benganem, comment ça se passe? Je prends la première assiette. La première assiette, donc il y a un parfait glacé, donc on va commencer par le froid. D'accord. Des notes assez douces, acidulées mais douces. Et puis je vous en prie, allez-y. Hop. Donc en fait, vous avez parfait glacé, sorbet exotique, des notes très crémeuses, très douces, acidulées, gourmandes. Il y a l'ananas qui est au fond. Bien sûr. Et à l'intérieur, du coup, l'orange. Sorbet exotique. Sorbet exotique. Donc vous savez, le côté un peu fruité, acidulé, un peu bonbon. D'accord. Je vais peut-être pas tout manger. Non, vous mangez pas tout. Hein. Je peux prendre l'autre assiette. Là, c'est juste un cake. Donc cake au citron, le même principe que le cake, hein, donc un biscuit riche en amandes et la chantilly qui est au citron dessus. Vous allez voir, c'est beaucoup plus incisif déjà, c'est beaucoup plus puissant.
Mais c'est le principe d'un cake en fait. Oui, on sent beaucoup plus les saveurs de l'orange du coup. Oui, citron, orange. Orange. Oui, bien sûr, complètement. Et vraiment le principe du cake, parce que le tea time, c'est aussi le cake, le fameux cake. C'est très bon en tout cas. C'est bon, hein. Moi, c'est mon préféré est celui-là et le dernier. Le dernier est démoniaque. Le dernier. Je vous en prie. Là, vous prenez le couteau, là, vous coupez en deux la tarte. Vous allez voir là, ce qui se passe à l'intérieur. En fait, la ganache, elle est cuite tout doucement au four. Il y a une crème brûlée à la vanille et dessus, il y a une crème au chocolat. Et vous entendez le bruit que ça fait quand ça croustille, ça fond. Ça, c'est mon péché mignon. Alors, redites-moi, il y a ganache. Donc, la ganache, elle est cuite au four. D'accord. Comme une crème brûlée. Il y a aussi une crème brûlée à la vanille. D'accord. Et il y a une crème légère à la fève de cacao. Ça, c'est super agressif. Ça croustille. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Quoi. Et c'est très léger. Oui, bien sûr. De rien. Donc, peu de sucre, des cuissons justes. Et en même temps, lisible. Donc, on comprend ce qu'on mange. Donc, vanille, chocolat. D'autres activités sont également proposées au Trianon Palace de Versailles, notamment le chalet de Noël qui est installé dans le parc du château. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, c'est une petite pause gourmande avant d'aller se promener dans le château de Versailles. Donc vous pouvez acheter une grignotine, un cake ou une boisson chaude. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil à l'hôtel. Merci beaucoup chef pour ce moment partagé. Vous avez bien attisé nos papilles en tout cas. Merci Mathilde. La brasserie O'Clock existe depuis 2015, donc c'est une brasserie qui a été fondée par 3 amis d'enfance, donc Quentin, Kevin et moi-même. Donc nous, on se connaît depuis qu'on est au collège et on a brassé notre première bière quand on était au lycée. Et à la fin de nos études, on a décidé vraiment de se lancer dans la brasserie et de créer notre propre marque, qui est donc la bière O'Clock, la brasserie O'Clock Brewing. Et donc on est installé depuis 2015 à Bois d'Arcy. Pour fabriquer une bière, on va utiliser principalement de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Une fois qu'on a assemblé tout ça et qu'on a mélangé tout ça, on lance une fermentation et on a une bière qui finit par être une bière en bouteille, un petit peu comme cette Jetlag, qui est un de nos produits phares, qui est la bière aujourd'hui qu'on vend le plus, c'est notre IPA. C'est une bière qui est à la fois très aromatique, qui développe pas mal d'amertume. L'idée, c'est vraiment de proposer un produit différent de ce qu'on connaissait habituellement, en tout cas différent de ce que faisaient les brasseurs industriels. Ensuite, on a voulu développer chez O'Clock une gamme de produits un peu atypiques, qui est la gamme Baden Powell. L'idée, c'est de faire vieillir les bières dans des barriques, et ces barriques ont une histoire, et c'est de profiter de l'histoire de cette barrique pour créer un espèce d'effet surprise sur nos produits finis. Donc en fait, on achète des barriques qui ont contenu du cognac, du bourbon, de la tequila, du rhum, et l'idée, c'est vraiment de profiter de cette histoire pour apporter une vraie valeur ajoutée à nos produits et en créer un produit très atypique et original. Nous rentrons dans la dernière partie de cette émission avec encore beaucoup de rencontres, de découvertes à partager avec vous. Cocktail Games viendra nous présenter des jeux de société que nous allons tester ici autour de cette table en plateau. Oui, Patrice, vous chanterez, Patrice. Je sens que Patrice a beaucoup envie de chanter depuis le début de cette émission. Vous chanterez. Nous irons aussi déguster les meilleures bûches du département à Versailles auprès de 2 pâtissiers de renom. Et puis Philippe Lachaud et sa bande nous parleront de leur nouveau film qui sortira en février 2022, Super Héros malgré lui. L'Yvelinois est venu déjà présenter le film au cours d'avant-première. Pour l'instant, dernier volet de notre rétro 2021, Mathilde Francou survole les derniers mois de l'année. Le président de la République a chaussé ses crampons pour disputer la rencontre du Variété Club de France à Poissy, un match face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy et Saint-Germain-en-Laye. La Fédération française de cyclisme a décidé de nommer Florian Rousseau au poste de directeur du programme olympique. L'ancien pistard, triple champion olympique, aura pour objectif de faire performer cette équipe de France en 2024. Et l'Open de France de golf va faire son grand retour à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 2 annulations en raison de la crise sanitaire, la compétition aura lieu en septembre 2022. Ça a été officialisé début novembre. 1 demi-milliard d'euros reversés dans les Yvelines depuis le début du plan relance il y a 1 an. Des fonds attribués à des entreprises, des associations ou des collectivités en faveur de l'écologie, la compétitivité ou encore la cohésion des territoires.
Côté politique, Ali Rabé est réélu maire de Trappes après l'annulation de son élection pour des manquements aux règles du code électoral. Sa liste est arrivée en tête dès le premier tour avec 58% des suffrages. Plusieurs hommages ont été rendus au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, victime d'une attaque terroriste l'année dernière devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Les écoles yvelinoises ont décidé d'honorer sa mémoire avec des cours dédiés à la liberté d'expression, une marche blanche ou encore un monument en forme de livre ouvert. Emmanuel Macron est venu inaugurer la Maison Zola à Médan. Après 10 ans de travaux, la maison de l'écrivain rouvre ses portes. Elle est accompagnée d'un musée dédié à l'affaire Dreyfus. L'auteure et compositrice Catherine Lara s'est vue remettre l'Ordre national du mérite à Poissy, la ville qui l'a vue naître. L'automobile de demain se prépare dans les Yvelines. Un nouveau campus vert pour la recherche et le développement va s'installer à Poissy. La vente du domaine de Grignon est suspendue. Des mobilisations avaient eu lieu en octobre pour protester contre cette cession du promoteur immobilier Altarea Cogedim. Et le Sky Business Day s'est encore tenu en ligne cette année en raison du Covid-19. L'objectif, développer l'attractivité du territoire. Le gouvernement annonce l'obligation de la 3e dose du vaccin pour lutter contre la Covid-19. Pour lutter face à l'afflux de demandes, plusieurs centres de vaccination rouvrent leurs portes comme le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui revient progressivement à sa capacité maximale. Joséphine Baker est la 6e femme à entrer au Panthéon, mais la première de couleur noire. L'artiste franco-américaine a vécu au Vésiné. D'ailleurs, après son intronisation, une table ronde était organisée dans la ville en présence de l'un de ses fils. En campagne, dans les Yvelines, les 5 candidats au Congrès Les Républicains ont tenu des meetings à Versailles, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux ou encore Saint-Cyr-l'École. C'est finalement Valérie Pécresse qui a remporté la dernière étape du Congrès avec 60,95% des voix. La présidente de la région Île-de-France représentera les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Et enfin, plusieurs animations avaient lieu dans les Yvelines pour récolter des fonds pour le Téléthon. Basket, tir à l'arc ou encore pétanque, les villes étaient mobilisées pour la 35e édition. Et c'est sur ce dernier trimestre 2021, Patrice, que vous êtes allé chercher votre personnalité politique de l'année. Roulement de tambour, il s'agit de... Il n'y a pas un suspense. Pas beaucoup de suspense dans les Yvelines. Bah non, c'est Valérie Pécresse, évidemment. D'abord. Bah oui. Qui vous auriez dit dans les Yvelines, hein? Valérie Pécresse aussi. Bon, d'abord, elle a été réélue présidente de la région assez largement. Hein. C'est assez. D'ailleurs, on a l'impression que ça a toujours été à droite. Non, c'était. La première élection avait été très serrée d'ailleurs. Très serrée. Et la deuxième plus large. Plus large. Alors, c'est vrai, dans des circonstances un peu différente, puisqu'il y a eu une énorme abstention à cette élection-là. Et puis, elle a gagné donc la primaire de LR. C'était pas gagné d'avance non plus. Il y avait Philippe Bertrand qui était plutôt... Xavier Bertrand, pardon, qui était plutôt le favori. Elle l'a gagné assez largement, ce qui fait que tout le monde se regroupe derrière elle. Il y a une sorte d'unité chez les LR, parce que finalement, la droite se dit, ils n'y pensaient pas beaucoup depuis 5 ans. Ils disent, au fond, l'élection est peut-être gagnable cette fois. Et c'est vrai qu'elle a des chances. Ça dépendra évidemment. Il y a des conditions, oui, tout de même. Il y a des conditions. Au fond, il y a 2 grands courants qui vont jouer cette élection. 2 grands courants politiques. Il y a la division et il y a le dégagisme. Alors, la division, on le voit. La droite est divisée. Il y a au moins... il y a Marine Le Pen, il y a Zemmour, il y a Valérie Pécresse. Prenons le sens large, la droite. La droite au sens large. Une partie chez Emmanuel Macron. Il y a 3 droites, en fait. Il y a une droite identitaire, qui est la droite de Le Pen et de Zemmour. Il y a la droite qui est la droite étatiste, qui est représentée par Valérie Pécresse, puis une droite plus libérale et plus européenne qui est représentée par Macron. C'est vrai qu'elle est divisée. Et puis, il y a quand même ce phénomène du dégagisme qui fait qu'au fond, aucun président qui exerçait réellement le pouvoir n'a réussi à être réélu sous la Ve République. Sauf Mitterrand et Chirac. Sauf Mitterrand et Chirac, mais j'ai dit aucun président qui exerçait réellement le pouvoir. Mitterrand et Chirac ont été réélus parce qu'ils étaient des présidents de cohabitation. Ceux qui exerçaient réellement le pouvoir à ce moment-là, c'était Chirac, qui
qui était le Premier ministre de Mitterrand, et c'était Jospin, qui était le Premier ministre de Chirac. Et d'ailleurs, l'élection s'est jouée, Mitterrand contre Chirac et Chirac contre Jospin, et les deux premiers ministres qui exerçaient le pouvoir ont été battus. Donc eux aussi ont été des victimes du dégagisme. Donc on verra, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à renverser cette loi du dégagisme qui a toujours été présente sous la Ve République? Est-ce que la désunion ou l'union va se faire derrière Valérie Pécresse? Ça sera les enjeux de cette présidentielle. Et puis il y aura l'enjeu aussi de l'extrême droite. Est-ce que les deux candidatures qui se maintiennent entre Éric Zemmour et Marine Le Pen se maintiennent? C'est ça aussi qui permet pour l'instant à Valérie Pécresse d'être en deuxième. Une des chances de Valérie Pécresse, c'est la présence d'Éric Zemmour qui prend effectivement plus du côté du Rassemblement national que du côté de la droite républicaine. Et il y a la bonne image aussi tout de même de Valérie Pécresse, vous l'avez dit, réélue plus largement présidente de région. Est-ce que ça peut lui servir sur ce scrutin? Alors c'est très ambigu ça, parce qu'elle a une bonne image de gestionnaire de l'Île-de-France, et en même temps c'est une élection nationale. Et vous savez que tout ce qui vient de Paris n'est pas forcément très bien vu en province. Donc il va falloir qu'elle profite... Vous avez des noms? Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a toujours cette dichotomie, la province contre Paris, quoi, même. Donc il faut qu'elle profite de cette image de bonne gestionnaire, et en même temps il faut qu'elle détache un peu l'image peut-être et de l'Île-de-France et peut-être de Versaillaise aussi, enfin voilà. Donc ça va être aussi un des enjeux de cette élection. Le scrutin qui se fera sur l'affectif aussi, peut-être un petit peu. Alors voilà, ça c'est assez intéressant parce que si vous avez regardé Emmanuel Macron dans sa longue interview, lui aussi, on le considérait un peu comme Valérie Pécresse, elle est considérée comme une bonne élève, elle est sortie deuxième de l'ENA, elle a fait HEC, elle a pris le russe, enfin, c'est une très brillante élève, mais ça suffit pas pour être président de la République. Et regardez ce que fait Macron, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit plus, c'est plus le langage technocratique, c'est je n'ai jamais autant aimé la France, j'aime les Français, je n'ai jamais autant aimé les Français. Il va placer sa campagne sur le registre affectif. Est-ce que Valérie Pécresse sera capable, comme disait Jospin, de fondre l'armure? C'est-à-dire, voilà, il faut se montrer quand on veut être président ou présidente de la République. Oui, l'affectif est important. Jacques Chirac l'a très bien joué aussi. Hein. Chirac faisait une campagne très bien. Après, il gouvernait peut-être un peu moins bien, mais en campagne, il était très fort. Oui, il faut voilà. Lui, sérénément. D'ailleurs, c'est lui qui a appris à Pécresse à sérénément. Oui, Valérie Pécresse a tout appris. Elle a commencé en politique avec Jacques Chirac d'ailleurs. Mais voilà, il faut après se livrer, quoi. C'est pas un exercice forcément facile et pas forcément un exercice auquel elle est vraiment habituée. Eh bien, on suivra cette élection présidentielle et notamment le parcours de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sur les premiers mois de l'année prochaine. On va changer d'univers complètement à présent avec une invitée qui va nous rejoindre en plateau. Elle représente la société yvelinoise. Venez avec nous, vous installer. La société yvelinoise Cocktail Games. Nous recevons Sarah. Vous m'excuserez d'accrocher un petit peu votre nom de famille. Porquesiva, voilà. En charge de la communication et du développement de la marque Cocktail Games, une entreprise de jeux basée sur Versailles. Autour de cette table, vous connaissez peut-être quelques-uns des jeux. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Il y en a où on chante, moi, c'est ce que je sais. Patrice veut chanter. Voilà, c'est Shabada. J'espère que vous allez gagner, Patrice. Shabada. Mais le jeu phare de votre entreprise, c'est Top 10. Déjà, on peut peut-être commencer par le Top 10 classique et nous le représenter un petit peu. Alors, Top 10 classique, donc c'est un party game, donc c'est-à-dire un jeu d'ambiance dans le jargon des jeux de société. C'est un jeu coopératif, donc tous les joueurs sont ensemble, jouent ensemble, gagnent ensemble, perdent ensemble, surtout s'amusent ensemble. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc, comme tous les jeux de cocktail game, c'est un jeu avec une règle très rapide, très courte. On souhaite toujours faire des jeux simples d'accès pour... Ah oui, il n'y a pas de 10 pages de règles. Elle ressemble. Rien, quoi. Voilà, c'est la règle. Ouais. C'est la règle. C'est pour jouer rapidement. C'est ça, les jeux d'apéro. Ça, c'est un grand exemple. Et ça, c'est pour savoir comment on est, si on est bon ou pas. Donc, ça, c'est la règle. Alors si, les joueurs ensemble, mais il n'y a pas un seul gagnant. Voilà, c'est l'équipe. Patrice veut juste chanter. Chanter tout à l'heure. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est deux équipes, c'est ça? Non, alors celui-ci. On va le mettre de côté. On va mettre de côté le chapeau. Non, il n'y a qu'une seule équipe. Enfin, on est tous ensemble. Et en fait, le principe du jeu, c'est autour de la table, il y a un capitaine qui va changer selon les manches. Donc, ce capitaine va choisir un thème, donc parmi les cartes. Je vais vous montrer le matériel en même temps. Hop. Là, on est, par exemple, si on joue tous ensemble, on est 5. Voilà, on est tous des licornes. Les jetons. Chacun, une jolie licorne. Yes. Voilà. Derrière, attention, il y a des petites crottes. Faut pas se tromper. Donc, on choisit un thème. Je vous laisse si vous voulez.
Patrice, choisissez un thème. Voilà, je vous donne des cartes et vous en choisissez un. Ah, d'accord. Il faudra le lire à voix haute et il faudra après assumer. Le choix du thème, Patrice. C'est le classique. Hein. Ça, c'est classique, c'est le classique. Alors, pour tricher en classe, vous avez caché une anti-sèche sur vous. Mimez comment vous la regardez de l'endroit le moins pratique au plus pratique. C'est Voilà. compliqué ça, non peut-être, non? Non, c'est pas si compliqué. C'est Donc bien. là, je vais vous distribuer des cartes qui vont de 1 à 10, donc que je vais mélanger et que vous allez regarder secrètement. Il va falloir énoncer à voix haute la réponse adaptée à notre numéro. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, de 1, le 1, c'est le moins visible, c'est ça? Oui, de l'endroit le moins pratique. Le moins pratique. Au pardon. plus pratique. Au plus pratique. Donc, Un, 10. par exemple, c'est par exemple, je l'ai sur le- moi, quoi. le moins pratique. C'est ici. Voilà. Pratique à l'autre bout de la classe. Et on est ensemble, on est tous ensemble, et enfin, c'est celui qui veut commencer qui Moi, commence. 5, alors c'est plus pratique. Faut pas le dire. Mais c'est pas grave. Non, c'est Ça au commence milieu. bien. C'est au milieu. Voilà, c'est au milieu. jusqu'à- Bah, ça peut être un exemple. Donc, voilà, à 5, jusqu'à comment 10. on l'aurait mimé. Ah, d'accord. Et ensuite, normalement, comme vous êtes le capitaine, vous auriez remis dans l'ordre les réponses. En tout cas, essayez de remettre dans l'ordre les réponses. Et à chaque erreur, on retourne une licorne sur la phase caca. Voilà. Bien. Voilà. Un essai, moins pratique, plus pratique. Alors, je commence moi? Pareil. Allez-y. Moyen. J'ai triché pas beaucoup, moi. C'est un exemple, c'est un exemple. Vous pouvez inventer. Ça, c'est pratique, c'est facile, ça. Ça, c'est pour le jeu de top 10. Ça, c'est le jeu top 10 normal. Ça, c'est le jeu top 10 normal. On a Voilà. bien compris Et il y a un coquin. le principe. Et il y en a un plus Alors. coquin, comme dit Patrice. Je vais vous laisser le sortir. Juste tout de même préciser que la société est née en 2003. Aujourd'hui, c'est 500 000 ventes annuelles et un chiffre d'affaires en hausse constante. Ça, oui. Donc la société marche très très bien. Vous nous présentez l'autre top 10. Alors, On le peut top pas 10. tricher Vous vouliez tricher? Sinon, faudra chanter. Non, non, Oui, mais faut vous pas allez avoir tricher. l'occasion, Justine, de participer au top 10 18+. Allez. C'est facile de lancer des maisons de jeux de société, Alors. parce qu'il y a des grosses boîtes quand même. Il y a des grosses boîtes. Cocktail Games est un indépendant encore. Le jeu, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé là, actuellement, surtout avec le confinement. Notamment, Top 10 est sorti pendant le confinement. On pensait que ça allait pas lui faire du bien, mais en fait, Ah oui. finalement, si. Alors c'était plus en famille Et vous avez qu'entre amis, des- parce que pendant le confinement, Voilà. on a C'est évité ça. les apéros. Et vous avez sur les ordinateurs, sur les. Non, alors- c'est plutôt des jeux de Oui, cartes de société. C'est ça des jeux de D'accord. société. Après, il y a certains jeux de société qui sont utilisés avec des applications, mais nous, c'est pas du tout notre C'est pas votre cœur truc. de. Voilà, vous, c'est le Voilà. jeu de société un peu classique. Ouais. En tout cas, dans ça. Moderne, on va dire. Dans ça, Voilà. oui. Pourquoi une Non, thématique dans sa forme. 18+. 18+. Alors en fait, lorsqu'on a sorti ce top 10, pour l'éditer, le développement a été long. Et on a testé... C'était la chanson 18+, pas Non. du tout. Non. Pour ce thème, ce jeu, il y a 500 thèmes. On a aussi 500 thèmes ici, mais on en a testé plus de 1000. Donc ça a été mis du temps avec des joueurs de tout univers, de tout horizon, donc dans les bars à jeux, dans les ludothèques. Et dans ces tests, on s'est rendu compte que les gens dérapaient généralement dans les réponses et réclamaient des thèmes un peu plus caliente. Et du coup... Du coup, le top 10 Ou coquin pour Patrice. Voilà, coquin. Donc on a voulu... allez-y. C'est pas vrai. Je Ah, rappelle, non. c'est une émission familiale. On en a créé 10 pour leur faire plaisir et on les avait mis en même temps dans tous les tests à faire. Et on s'est rendu compte que ces thèmes-là étaient choisis systématiquement, joués et rejoués, et on s'est rendu compte que dans une boîte familiale, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc on les a mis de côté, on a sorti la version d'origine, et en fait, on a réussi à trouver... pareil, des thèmes épimentés à foison. Donc on en a aussi 500 qu'on a tous testés. Il faut savoir que dans les deux boîtes, un thème sur 4, c'est des bruitages, des mimes, des petits thèmes à raconter. Voilà. Justine est ravie. J'ai l'impression que vous êtes ravie. Ces questions-là, C'est pareil. Est-ce que vous voulez passer un message à vos parents, Justine? Maman, papa, si vous me regardez, va et ben essayer, justement, c'est ne me regardez pas à ce moment-là. Voilà. Changez de chaîne. Regardez ce qu'il y a sur les autres chaînes. chaînes. Voilà. Comme ça, c'est à vous de choisir. Des exemples de thèmes. Alors, sur celui-ci. La licorne est censurée carrément. Oui, hein. alors oui, ils ont un tout petit peu changé de tête. On va avoir quelques visuels aussi, voilà, montrer, puis quelques visuels qui vont s'afficher aussi à l'écran. Choisir. Ah, c'est moi qui Exemple de choisis. thème. Oui. Mais je dois- Dites-nous à haute voix déjà les thèmes qui Le existent. premier. Ah, celui-là, ça va. Gardez les dents serrées et dites mon appareil dentaire s'est coincé dans.
Complété du moins étonnant au plus étonnant. Voilà, vous êtes J'ai vous pas êtes vu inspiré. La deuxième, la deuxième. Allez-y, mais bien évidemment. Non, pas du tout. Patrice, voulez-vous lire le deuxième? Alors, il faut savoir que pour lancer. T'es là, Wilfried? Non, tout à fait. Là ça marche Alors, mieux. vous zappez sur la télé, pas de film porno érotique en vue. Que regardez-vous pour vous masturber? Voilà. Du Je moins, rappelle, cette émission du moins 78. efficace au plus excitant. Voilà, très bien. Bah alors je vais répondre. Donnez des chiffres. Allez-y, Patrice. On peut chanter aussi. Vous chantez à The Voice, mais le jury ne se retourne pas. Chantez de un peu faux à très faux. Elle est pour vous, celle-là. Ça, je peux le Patrice. faire, ça. Vas-y, Patrice. Un peu faux. Je vais donner le numéro. Pour les cartes. Ouais, Un pour peu faux quelqu'un à qui très sait pas faux. chanter, c'est dur d'avoir 10. Non, 10, c'est très faux. Ah, c'est très faux. C'est très très faux. L'air qu'on voit danser le long Vous avez des pas golfs entendu clairs. Le top 10 18+, comment il marche en termes de vente celui-ci? Il vient de sortir, donc... Alors oui, il est assez récent, donc il date de cette fin d'année 2021. Il fonctionne très bien. Il suit les traces de son grand frère. Même si lui il vient d'avoir 18 ans, il fonctionne très bien avec les amis. Effectivement, avec la famille, c'est un peu moins. Ça marche moins bien. Bah, ça peut toujours marcher hein, si on a des familles ouvertes. On a toujours sur les cartes fait un thème qui est plus classique. Enfin, un peu. Réponse, que regardez-vous pour Oui. le 7-8 sport. Le 7-8 sport de Mickaël Elmidoro. C'est vous le classez dans le quoi? Dans le plus ou le moins? Mickaël. En parlant que les émissions de la chaîne. Pareil, vous prenez des cours sur la sexualité pour être encore meilleur. Qui est votre coach personnel? De la personne la moins expérimentée à la plus expérimentée. On fait un petit tour ou pas? C'est compliqué ça, non? Si on a un, c'est bien. Hein. Vous avez des noms? Ça c'est pour le top 10 18+. On va juste terminer avec un dernier jeu parce que encore une fois, Patrice, on l'a entendu, j'ai très envie de chanter. Non, Présentez-nous le Shabada en Shabadabada. quelques mots. C'est encore un jeu, un party game, un jeu d'ambiance où là il faut chanter. Donc ça s'adresse à ceux qui aiment effectivement le karaoké, chanter, mais aussi à ceux qui n'apprécient pas forcément de pousser la chansonnette, pardon. Parce que c'est un jeu en équipe. Donc là, il y a 2 équipes. Donc il n'y a pas de souci, il y a un gagnant à la fin du jeu. Voilà. Bah, j'aime bien quand il y a un gagnant. Écraser les gens. Hop. Et c'est un jeu assez simple. Mais qui dit qu'il gagne? Qui dit qu'on gagne? Ah bah les points à la fin de la partie. Donc Et qui distribue les points? Par exemple, on joue 2 contre 2. Ouais, qui va dire par exemple, c'est eux qui ont chanté mieux ou pas bien? Ah oui, voilà, non, c'est ça. non, ah oui, c'est pas bien chanté ou mal chanté. Non, c'est par exemple, il y a un mot, on tire une carte. Sur cette carte, il y a 2 mots, donc un en français et un en anglais. Donc là, bien, Noël. Voilà, Noël. Ensemble. Petit papa. Voilà, exactement, Noël. c'est parti. Il faut faire un ping-pong musical entre 2 équipes et le premier qui sèche perd la carte et laisse le point à l'autre équipe. Le plus possible. Voilà, exactement. C'est un battle musical. D'accord. C'est Voilà. rigolo. Voilà pour Qu'est-ce qu'il y a Shabada. d'autre comme mot? Ah bah il y en a plein. Par exemple, gueule ou prétis. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est trop dur, c'est trop dur. Un autre. En général, ça marche pas Pretty comme ça. Woman, vous savez pas Pretty Woman? Pretty Woman, ça marchait. En yaourt seulement? Ça marche le yaourt aussi? Alors, il suffit juste de faire un extrait. On peut chanter faux, on peut essayer de Avoir faire le le yaourt rythme, c'est après. déjà bien, Voilà. voilà. Si c'est accepté par l'autre équipe, ça fonctionne. Par exemple, fille ou mi. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo. Ah oui. À tous Pas mal, les ça, hein. filles que j'ai aimées Avant. qui sont devenues femmes. On va terminer l'émission comme ça, vous allez rester avec nous pendant encore 1 Pas heure. mal, ça. Et voilà. Non, c'est bien, c'est drôle, ça, non? Oui, pour pimenter encore la chose, on a mis des challenges où on peut ou pas ne les faire. Par exemple, il y a le challenge chez le dentiste où il faut chanter avec les dents serrées comme ça. Je sais pas si... C'est moins facile. Voilà. C'est beaucoup moins facile. Il y a le challenge Aya Nakamura où il faut remplacer le mot par Jaja. Et si on le fait pas, on perd la carte. À toutes les Jaja. Ça marche aussi. Top 10 18+, Shabada, 3 idées de jeux de la société Cocktail Games. Oh, et j'ai pas les dents serrées pourtant. Pour ces fêtes de fin d'année. Et puis au-delà, hein, bien évidemment, c'est à s'offrir et à découvrir ensuite en famille ou entre amis. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tout cela en plateau. Tout au long de l'émission, nous vous avons fait découvrir les richesses gastronomiques du territoire. Nous allons à présent passer au dessert. Les chanceux du jour, il en faut toujours. Big Chente et Mélanie, ils sont allés rencontrer 2 grands pâtissiers à Versailles.
Bonjour à tous, aujourd'hui avec Mélanie, nous ne sommes pas collègues, nous sommes adversaires, deux équipes qui vont s'affronter pour le combat du meilleur dessert de Noël. Et oui Bichente, je ne sais pas si vous savez, mais entre 8 et 10 millions de bûches sont commandées chaque année, ce qui pousse les pâtissiers à rivaliser toujours plus d'imagination pour trouver de nouvelles recettes encore plus gourmandes. Mélanie, vous serez donc dans l'équipe de la Reine Astrid et moi-même celle de la pâtisserie fine à Versailles. Et puis pas plus de mots, partons tout de suite à Meudon, c'est là où se trouve le laboratoire de Christophe Bertrand. Christophe Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors cette année, dans vos préparations, vous avez choisi le mucilage de cacao. Est-ce qu'on peut tout de suite lever le voile de ce mucilage ? Oui, c'est quelque chose que les consommateurs ne connaissent pas et qui va être assez surprenant parce qu'ils vont donc manger une bûche dont la totalité est issue de la cabosse. Tout vient de la cabosse. Et à l'intérieur du fruit, il y a une petite pulpe blanche qui entoure les fèves de cacao. Cette petite pulpe blanche va servir, elle est super sucrée, ça ressemble à du kiwi, l'aloe vera, du litchi. Là, ça sent un peu la banane. On mange du fruit alors ? On mange du fruit, oui, justement. Alors, donc ça veut dire que, sachant que c'est un fruit, et comme il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours, lorsque vous mangez du chocolat, puis ça c'est moi qui l'ai décidé, eh bien ça rentre dans les fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours. Ça m'a donné l'eau à la bouche. Votre chef pâtissier Mathieu Zupetti va nous révéler la recette. Moi je vais aller du côté du labo et il va falloir que je résiste, je pense. Mathieu, bonjour. Bonjour Mélanie. C'est vous qui allez nous révéler les secrets de cette bûche. Une première étape, j'imagine. Ouais. Alors aujourd'hui, on est sur un mucilage. Donc on va faire notre insert mucilage. On prend notre mucilage, on va le faire chauffer, on va le monter un petit peu en température. Je vais garnir ma poche. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à résister. On chemise notre moule, une petite couche de crème. Donc voilà, là on a le crémeux qui va apporter un petit peu d'amertume. Je viens fermer délicatement ma petite mousse. Donc j'ai fait une nougatine gruée cacao, une petite pointe de chocolat. Fèves de cacao, on ne savait pas, mais il y en a vraiment de toutes les couleurs. Il y a des verts, des jaunes, des roses, enfin des rouges. Et là, par contre, maintenant, on peut savourer. On peut savourer. C'est le moment de déguster. Merci Mathieu. De rien. Les bûches sont déjà disponibles dans les boutiques de la Reine Astrid. Bichente, à vous de relever le défi parce que là, il y a du niveau. Mélanie, vous m'avez demandé du niveau, je vous ai pris au mot. Il est passé par Alain Ducasse, la maison d'Aloyau et l'hôtel Ritz à Paris. Mesdames et messieurs, Sébastien Cerveau, bonjour. Bonjour. Donc pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce défi d'ouvrir votre propre institut ? Ça a toujours été un rêve en fait d'ouvrir une pâtisserie avec ma femme. Et c'est vrai que j'ai traversé un petit peu le monde pendant une dizaine d'années avec mon métier de consultant international. Et voilà, il était temps de s'installer. Et à Versailles, c'est vrai que ça nous correspondait bien sur le côté chic et haut de gamme de la ville. Au menu, justement, 5 bûches, l'exotique, l'impériale, la Saint-Louis et une petite spécificité, une bûche d'une année. Oui, on propose une bûche finesse, donc avec un moule un peu spécifique, un peu en forme de torsade. Cette année, c'est pomme spéculoos, donc des parfums un peu régressifs et que tout le monde apprécie en règle générale. Eh bien, je vous propose d'ailleurs d'aller voir l'élaboration de cette bûche tout de suite. Et bien là, j'ai fait en fait un thé et je vais le verser sur mes pommes pour faire infuser en fait mes pommes. Alors ici, on a notre moule à bûche, donc c'est l'insert. Donc ça doit être taillé vraiment à la perfection pour que ça rende parfait. Très bien. Exactement. Ensuite, je vais pocher donc mon crémeux spéculoos. Ensuite, je vais prendre mes pommes délicatement, je vais les poser dans mon moule. Ensuite, je vais refermer donc ma bûche avec l'autre partie de biscuit. Donc là, je réalise la mousse vanille de Tahiti. Donc là, on est 1 heure plus tard, l'insert a été sorti du grand froid et on va pouvoir commencer vraiment l'assemblage. Donc là, je vais masquer le moule, remonter la mousse sur les extrémités. Et ensuite, je vais rabattre un petit peu la mousse et mettre le croustillant. Je vais la passer maintenant au grand froid. Voilà Mélanie, notre bûche est maintenant terminée. Du côté du niveau, je pense que ça va être difficile de nous départager. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez ? Défi de bûche, qui a gagné ? Quelle bûche vous avez ? Les deux sont très très bien. Peut-être la deuxième. Voilà. Ouais. Voilà, quand même. Voilà. En tout cas, les deux sont les bienvenus autour de cette table. On va avouer, on les a goûtés aussi. Oui, c'est pour ça, c'est Michel parce qu'on a goûté. Écoutez, moi je vous n'étiez pas là, Patrice. Vous n'étiez pas là. Voilà. Je vous l'annonçais, nous y arrivons. 2022, 9 février. Philippe Lachaud et sa bande seront à l'affiche du film Super-héros malgré lui. L'Yvelinois, qui a grandi à la Selle Saint-Cloud, a déjà présenté le film lors d'avant-première, notamment à Saint-Quentin en Yvelines, où nous l'avons rencontré avec une partie de son équipe. Voici l'entretien qu'ils nous ont accordé.
Première question, juste est-ce que vous êtes soulagé de toutes ces avant-premières qui se passent plus que bien? On rigole beaucoup, c'est très familial, on s'amuse. Écoute, concernant les avant-premières, j'avoue que ça se passe très bien et que ça fait plaisir de voir autant de monde venir voir le film, rire, nous dire des choses si gentilles. Après, bon, le film est toujours pas sorti, hein, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Et effectivement, quand tu vas aux avant-premières, t'as toujours ce stress de te dire est-ce que le film va plaire plus que les autres, moins que les autres. Voilà, et bon, pour l'instant, tout se passe très bien. Je m'appelle Cédric, je suis comédien et je viens de passer le casting du rôle de ma vie. Batman. À la base, j'étais pas le premier choix. Allô? Pour moi, Batman, c'est toi. C'est moi qui ai le rôle, gros. C'est moi, Batman. Mais grâce à un petit coup de pouce du destin, Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. Un mot sur le pitch, on n'en a pas parlé. Donc un apprenti comédien qui décroche enfin un premier rôle, un jeu de circonstances, qui devient Batman, un accident, il confond fiction et réalité, il s'identifie à son personnage. On sent que vous vous amusez tous beaucoup. Je voudrais juste avoir l'avis d'Élodie Fontan aussi. Au milieu de tous ces garçons, vous vous amusez beaucoup aussi. Ah bah oui, moi je m'éclate. C'est vrai que ça demande plus de concentration évidemment pour Philippe qui est réalisateur, mais nous on est les clowns à côté. Ouais, c'est ça. Il a besoin d'être très concentré alors que nous, pas du tout. Donc c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, on a des personnages très différents à chaque fois. Moi là j'ai la chance de faire une militaire qui est très loin de moi, avec des tatouages, avec plein de colliers, enfin voilà, un personnage qui me ressemble peu du coup. Donc on s'est éclaté. Julien, pareil, ton personnage capillairement ne te ressemble pas beaucoup. Oui, j'ai des cheveux, donc c'est une nouveauté pour moi. La référence sur ce film-là, ce sont tous les super-héros. Quand vous écrivez le film et sur la conception du film, parce que les références, il y a un nombre incalculable de références aux films de super-héros, est-ce que vous vous l'imposez dans l'écriture ou est-ce que ça vient tout seul, les références à tous ces films-là? C'est-à-dire que effectivement, on aime mettre des petits clins d'œil plus ou moins évidents pour les gens qui connaissent les films de super-héros. Et après, donc il y en a qui venaient de façon naturelle, et après il y en a, c'est vrai, on se disait tiens, ce serait bien quand même de placer ce personnage-là ou cette chose, parce que c'est quand même, ouais, c'est très emblématique, et du coup on essaie de trouver à quel moment, dans quelle scène placer ça. Donc voilà, un peu des deux. Je peux pas faire prendre de risques à ces enfants. Comment de tous les spermatozoïdes il a pu arriver le premier? Comment vous avez travaillé sur l'écriture globale du film aussi? Avec un stylo et un papier. Non, c'est assez basique, hein. On se retrouve toujours chez Philippe et sa compagne, qui est contente de nous accueillir tous les jours. Et on est 4 à écrire, donc il y a Pierre Lachaud, le petit frère de Fifi, qui adore qu'on l'appelle le petit frère, et Pierre Dudan, Fifi et moi. Et on écrit, c'est assez scolaire, hein. On se retrouve le matin, on travaille toute la journée. Des fois il y a plein d'idées, d'autres fois il y en a moins, voilà. Et on a un parasite qui vient et qui écrit sur... Des fois on a un paperboard qui écrit, elle met le prénom de son personnage, par exemple là c'était Éléonore. Éléonore fait la bagarre, Éléonore tape sur l'un, voilà. Je ne citerai pas, je ne dirai pas qui c'est. Sur le département, quand même un mot pour le département des Yvelines, département où vous avez grandi. Vous aimez bien revenir aussi sur le département, vous saluez souvent votre professeur la dernière fois. Moi j'ai vu le film à plaisir, avant-première à plaisir, professeur de sport qui était présent. Ouais, c'était trop cool. En fait on vient du 78, on a passé parmi nos meilleures années dans le 78 avec Fifi. Et du coup, forcément, quand on revient ici, qu'on présente le film dans les Yvelines, on est hyper content, ça nous touche et puis ça nous fait quelque chose. Donc c'est important pour nous. Ouais. Nous, on vient de la Celle Saint-Cloud. Donc nous, le cinéma à l'époque, c'était le cinéma de Parly 2. On y allait tout le temps. Puis voilà, on y allait en bande et tout. Donc ouais, retour aux sources, on adore. Je ne veux pas trop en dévoiler sur ce film-là, j'aurais juste voir par rapport au prochain. Est-ce que vous avez déjà l'idée du prochain? Ma question est un peu orientée. Je vais aller regarder sur Internet, des gens ont déjà des idées. Le prochain, ce serait une adaptation d'Astérix par la bande à Fifi. J'ai vu un sondage sur mesopinions.com. Il y a 3 signatures pour cette adaptation. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? 3 signatures? Pour l'instant, il y a 3 signatures. Il n'y a pas qui signe. Huguette Lachaud, Gérard Lachaud et voilà. Et mon nom. Non, écoute, pour te dire la vérité, il y a un moment, on nous avait approché un peu pour Astérix, voilà. Nous, on trouvait que c'était trop tôt, parce on estimait pas avoir fait grand-chose. Et le prochain, en tout cas, on tourne l'année prochaine la suite d'Alibi.com. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa.
Juste une toute dernière question, est-ce qu'il y aura une suite ou non à Nicky Larson? Je vous pose la question parce que j'ai 3 filles à la maison qui ont vu chacune au moins 10 fois le film et qui me le demandent. Qui donc je vous connaissaient pose pas la en question. plus, j'imagine. Qui ne connaissaient pas, mais du coup moi je connaissais, on a pu échanger dessus, mais voilà. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que Nicky Larson, c'est pas le film qu'on a fait qui a le plus marché. Ça a marché, mais c'est pas celui qui a le plus marché. Et je crois que c'est le film, dans les avant-premières, on a dû faire 50 salles. Jusqu'aujourd'hui, on nous demande à chaque fois s'il y aura une suite à Nicky Larson. Donc, on sait qu'il y aura au moins 53 personnes avec tes filles, Voilà. si on le fait. Donc, non, mais ça fait plaisir, parce que le projet avait tellement été un peu décrié à l'annonce, pas à la sortie, mais à l'annonce, que du coup, ça fait plaisir. Avec un parallèle avec Cat Size. Ouais, éventuellement. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous ne craignez personne? Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super-héros? Il est parti terminer sa mission. C'est ainsi que nous allons refermer cette émission, fin du 78 tours spécial fin d'année. Maintenant, l'occasion aussi de vous souhaiter de bonnes fêtes aux uns et aux autres et à tous ceux qui nous suivent. On se retrouve très vite en 2022 pour vivre l'actualité du département sur TV 78. Excellente fête à tous. Très bonne fête. À vous également. Et on se retrouve Joyeux très Noël. vite sur notre antenne.